Bienvenue sur Horror News. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Salut Mylène et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr, je suis Mylène, la créatrice de la chaîne Welcome to Primetime Bitch. Toujours aussi facile à dire, mais au moins comme ça les gens mémorisent. C'est une chaîne où je parle de cinéma d'horreur, de slasher et de symbolique des couleurs dans les films d'horreur. Et aussi de Nana Rapayette. Accessoirement, je suis aussi l'une des voix chez Jumpscare, un podcast qui sort tous les vendredis et où on parle encore d'horreur. Et sinon, je suis aussi la cofondatrice de la Sororité, qui est une association qui vise à mettre en avant les femmes dans l'horreur. Tous les corps de métier confondus, du moment qu'il y a de l'horreur. Eh ben écoute, c'est top tout ça. Oui, effectivement, d'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie ou qui auraient peut-être même découvert, un vampire humaniste cherche suicidaire consentant, c'est ça ? C'est ça. Du premier coup. Donc effectivement, vous avez interviewé la réalisatrice. C'est ça, on l'a eu avec la sororité en live et puis on l'a eu aussi avec Jumpscare et franchement Ariane c'est quelqu'un de très très généreux et c'était très chouette de pouvoir avoir tout le processus de ce film qui est un film passionnant qu'il faut aller découvrir en salle. D'ailleurs je sais pas quand sortira le podcast mais le film actuellement est en salle. Ouais, je pense que le temps que je monte tout ça, à mon avis, je suis pas sûr qu'il passe encore, malheureusement. Mais à découvrir derrière dans l'édition DVD Blu-ray qu'on va certainement avoir dans nos contrées. Voilà. C'est ça. Alors, comment est-ce que tu as rencontré Buffy ? Ma rencontre avec Buffy, je pense qu'elle s'est fait comme beaucoup d'enfants, d'ados des années 90 par la trilogie du samedi. J'ai vraiment des souvenirs, notamment d'un épisode qui avait été diffusé. Là, en l'occurrence, je pense que c'était vraiment pas durant la trilogie du samedi pour le coup, c'était pour Halloween où du coup il y avait eu des épisodes de séries spéciales Halloween qui avaient été diffusés à la télé. Il y avait Marié 2 enfants, ouais je suis vieille, qui avait eu son épisode Halloween qui avait été montré à la télé et juste après l'épisode d'Halloween de Buffy qui a longtemps été l'un de mes épisodes préférés quand j'étais plus jeune, où justement Buffy et le Scooby Gang étaient donc partis faire la tournée des maisons avec leurs costumes d'Halloween et Buffy était déguisée en princesse et du coup chacun prenait vie avec son costume. Donc il y avait Xander qui devenait un militaire, Willow un fantôme, voilà. Et j'aimais beaucoup le côté spooky de cet épisode qui faisait un peu justement le chair de poule plus pour adultes et donc je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, mais sinon oui c'était la trilogie du samedi. J'ai pas pu voir la série à l'époque dans l'ordre parce qu'en fait j'étais quand même assez jeune quand elle est sortie et ma mère voulait surtout pas que je la regarde, donc en fait j'attendais d'aller chez ma grand-mère pour les regarder chez elle. Elle me faisait tout un espèce de campement devant la télé et du coup j'avais le droit là en l'occurrence de regarder les Buffy et sinon je les regardais que quand j'étais avec mes grandes cousines. Enfin voilà, je devais toujours ruser pour pouvoir voir les épisodes. Bon, excellent, écoute, ça fait des bons souvenirs en tout cas. C'est ça. Et du coup, au fur et à mesure que tu as découvert la série, qu'est-ce que ça a fini par représenter Buffy pour toi ? Eh ben, je pense que Buffy, au même titre que des figures comme Sarah Connor, ça a vraiment été des figures féminines de la pop culture qui m'ont permis de m'identifier. À l'époque, du coup, j'étais donc très fan de Buffy. Je regardais aussi Charmed et c'était vraiment une époque où il y avait des persos féminins qui étaient très variés et vraiment très cool. Enfin, que ça soit Buffy ou encore Willow, hein, c'est vraiment des personnages féminins qui m'ont permis moi de me construire et c'est vraiment une série en plus. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que le spectateur grandit avec la série et moi en l'occurrence c'est une série que je regarde peut-être tous les 4 ans, 3 ans, je me refais tout l'intégral et en fait ce que j'aime bien c'est au fur et à mesure que moi je grandis avoir un nouveau regard sur la série. Donc vraiment je pense que c'est la série que j'ai le plus regardée dans ma vie. D'accord. Ah oui, carrément, ok. Ouais. Mais c'est vrai que oui, je me suis fait la même remarque que toi, je l'ai revu là il y a pas longtemps, je me suis refait notamment les dernières saisons. Et c'est vrai que tu découvres toujours des choses, des sous-textes, des trucs que tu n'aurais pas forcément vus sur les premiers visionnages. Et non, c'est super intéressant à ce niveau-là, ouais.
Et puis au-delà de ça, il y a des problématiques que quand on est ado ou même jeune adulte, en fait, on comprend pas trop, notamment plus les saisons vont avancer par rapport à la figure de Buffy qui va se retrouver à bosser dans un fast-food, va se retrouver à devoir devenir l'adulte pour sa sœur, à se chercher sur le plan des études, du boulot. Et en fait, c'est des questionnements que tu peux pas vraiment appréhender pareil quand t'es plus jeune. Et c'est vrai que revoir ça avec un nouvel angle plus adulte aussi, ça te permet de prendre du recul sur la série et de voir à quel point elle était bien écrite. Et elle a su s'adapter justement aux gens qui la regardaient. En fait, il y a plein de séries qui n'arrivent pas à évoluer parce qu'elles n'arrivent pas en termes d'écriture à évoluer avec le spectateur. Et pour le coup, Buffy, là, elle a su vraiment faire ça. C'est vrai que ouais, apparemment, c'est vraiment une des grosses forces de la série. J'écoutais une interview de James Masters il y a pas longtemps, où justement, c'est ce qu'il disait. Il disait que pour lui, en fait, la série, elle fonctionnait aussi bien parce que il y avait une team d'auteurs qui avait mouillé le maillot, qui s'était vraiment mis à nu, en fait, et qui avait justement balancé beaucoup de traumas, beaucoup de trucs qui leur étaient arrivés. Voilà, et donc ça a nourri vraiment les épisodes et l'écriture de la série. Ouais, Ça se sent vraiment, ouais, ouais, non, l'écriture, c'est vraiment une force de la série. ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout que techniquement, c'est une série pour ados, donc bon. Oui. Alors justement, pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien à ton avis, Buffy, et pourquoi ça fonctionne encore? Parce qu'on en parle encore, maintenant. Alors là, j'aurais du mal à être objective parce que voilà, c'est l'une de mes séries préférées. Mais je pense que Buffy, ça fonctionne aussi bien déjà parce que, il y a un panel de personnages qui est assez incroyable, que en fait, les persos sont hyper bien écrits, hyper bien construits, les acteurs sont très bien castés et ça permet une identification en termes, par rapport au spectateur qui est assez folle en fait. On peut, vraiment, s'identifier à Willow, s'identifier à Xander, s'identifier à Buffy, mais même en fait aux méchants. Je veux dire, moi, mon personnage préféré, c'est Spike. Oui, bah, c'est un personnage toxique, j'assume. Mais oui, oui, c'est pas bien. Mais voilà, j'ai des Spike issues apparemment. Je suis amoureuse de Spike depuis des années et en grandissant, ça ne s'arrange pas. Mais mais voilà, les persos sont assez incroyables. C'est un outil de pop culture qui est assez dingue. La série, elle est quand même folle là-dessus. Il y a tellement de références. La série se fait plaisir. Il y a des épisodes qui sont même limite des moyens métrages qu'on pourrait regarder en stand-alone. Parce qu'en fait, je pense que c'est une série qui très vite a compris son potentiel et en fait, c'est pas donné de limites. Et mais pas en partant dans tous les sens et tout, mais je veux dire en se donnant les moyens d'être vraiment un objet télévisuel hyper quali. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, moi, ça pourrait m'arriver de regarder des épisodes totalement de manière décousue, parce qu'en fait, les épisodes sont bons. On n'est pas que sur de l'intrigue, que sur du twist, que sur un développement de saison. On est vraiment sur des objets, des épisodes qui sont assez incroyables. Donc pour moi, ça, c'est l'une des forces. C'est aussi une série qui est très méta. C'est une série qui a bien compris ses personnages et les adolescents. Je pense qu'on était vraiment à cette époque-là en manque de représentation féminine et surtout de représentation féminine qui puisse être à la fois une ado qui va en fait s'occuper de, je sais pas, sa coloration, ses ongles, son outfit, et puis en fait devenir la sauveuse de l'humanité. Et ça, c'est vraiment un mix en fait que je trouve assez incroyable et que Buffy a vraiment réussi à gérer, c'est de nous donner un personnage qui est girly et qui en fait n'en est pas pour autant une meuf qui n'a pas des vrais problèmes, qui n'est pas une femme avec une force incroyable. Et en fait, il y a des punchlines qui sont incroyables. Par moment, elle est en train de tuer 10 vampires et elle va dire oh non, ma veste en cuir, c'est pas possible, est-ce que j'ai le bon outfit? Et ça, c'est trop chouette de pouvoir se dire, moi en tant que jeune fille, en tant qu'adulte maintenant, qui aime l'horreur mais qui est un intérieur qui est très pastel, Jacques Demy avec plein de paillettes, je trouve que Buffy, c'est vraiment un personnage auquel je peux m'identifier en fait, d'avoir cette symbiose en fait des deux qui fonctionne très bien ensemble et de dire bah ouais en fait les deux marchent quoi, c'est pas grave. Donc ça, je pense que c'est la force de la série. Il y a aussi des persos, des acteurs qui sont très bons dans beaucoup de domaines, notamment la musique ou le chant, que ça soit
justement le frère de Murray Head, ça me fait toujours rire de savoir que Giles est le frère d'un chanteur. Du coup, je me dis, oh, il aurait dû devenir chanteur aussi. Mais ou James Masters qui était aussi membre d'un groupe de musique. Je pense que chacun a su injecter en fait leur polyvalence dans les arts, et ça c'est aussi très cool. Et la série, elle a été novatrice pour plein de choses. On est aussi sur l'un des premiers baisers lesbiens à la télé en fait, sur une grande chaîne. On a vraiment des personnages, enfin la relation entre Willow et Tara, c'est une relation qui est incroyablement bien développée, et c'est l'une des premières fois qu'on va faire ça à la télé. Donc il y a plein de thématiques comme ça qui sont pas toujours très roses, enfin parce qu'au fur et à mesure que la série va évoluer, elle va devenir de plus en plus noire, et à la fois aussi c'est nous montrer que les personnages deviennent adultes et que les choses ne vont pas forcément en s'arrangeant, mais elle a eu la force de tenter des choses. Franchement, des épisodes comme The Body, encore aujourd'hui, les spectateurs de la série en parlent parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire bien les choses. The Body, ça se sent que c'est quelqu'un qui a vécu possiblement une situation comme ça dans la vraie vie, qu'il a écrit, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très vrai. Alors qu'on est quand même dans une série fantastique, horrifique, avec des vampires encore une fois, mais ouais, il y a quelque chose de très vrai, de très humain dans cette série, qui fait que je pense elle marche encore aujourd'hui et qu'elle parle à des générations qui l'ont pas connue à l'époque. Moi, c'est une série que j'aime bien faire voir à mes petites cousines. Là, en ce moment, je la fais voir à ma coloc, qui est pas du tout de ma génération. Et bon, bah, il y a des trucs où elle me dit ah ça a vieilli et tout. Des fois, je lui dis mais tu as le cœur sec. Vraiment, t'as pas d'âme pour pas aimer ça. Enfin, je veux dire, la mort de Buffy, moi, à chaque fois que je la vois, je fais que pleurer. Elle m'a dit ouais, c'est un peu cheap et tout. Je dis ah mais c'est pas possible de dire ça. Respecte cet épisode. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Buffy, ça fait partie de ces séries qui, même si elles ont pris un tout petit coup de vieux, sont pour moi intemporelles. Parce que déjà à l'époque, la série était assez incroyable. Ouais, mais c'est comme ça qu'on reconnaît les œuvres qui sont solides, hein, justement. C'est le passage du temps et c'est cette universalité un petit peu que tu as dans l'écriture qui permet à chacun de se reconnaître dans les personnages, de reconnaître des obstacles qu'on a croisés dans la vie, justement des traumas, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que, au final, je trouve que les personnages sont donc très bien développés, très bien écrits. C'est ce qui leur permet d'exister, et c'est pour ça que tu t'y accroches autant, en fait, parce que ça devient tes potes. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je remets un épisode, tu vois, j'ai l'impression de retrouver une bande de potes, pour ça que je suis un peu accroché à la VF, bon. Non, mais moi, je suis d'accord, j'ai jamais vu la VO. Ah bah, tu vois? Bah, voilà, il faut que je le fasse, un de ces 4 parce que tout le monde me dit que c'est complètement différent. Mais pour moi, la VF, voilà, encore une fois, je retrouve des copains, c'est compliqué. Apparemment, la VF a pas mal été censurée. J'ai des potes qui l'ont Mmh. vue en VO et qui disaient que, notamment par rapport au personnage de Drusilla, il y avait vraiment des textes qui avaient été vraiment modifiés. Et c'est vrai que ça me frustre parce que j'aimerais bien avoir cette lecture-là, mais je peux pas. J'aime trop les voix, à part l'épisode musical qui est horrible en VF. Genre, c'est une purge, et que je regarde pas en VF, et là, c'est pas possible, quoi. Mais sinon, j'avoue que pour moi, c'est des voix, enfin, déjà, c'est compliqué quand il y a une œuvre que tu as vue quand tu étais enfant ou adolescent en VF et qu'il y a une bonne VF, de le revoir en VO. Moi, il y a des films que j'arrive pas du tout à voir en VO, genre Retour vers le futur, pour moi, c'est impossible. J'avais exactement cet exemple-là en tête, tu vois? C'est impossible de le voir en VO, ça. J'ai essayé, mais non, ça marche pas. Ouais, moi aussi, enfin, j'essaie, c'est compliqué. Tous les films avec Bruce Willis, par exemple, je peux pas, tu vois, enfin, Mmh. parce que la VF, elle est incroyable. Mais c'est vrai que, ouais, s'il y a cette histoire de censure, je me dis, bon, peut-être qu'un jour je tenterai, mais je crois que je suis trop attachée, ne serait-ce que la voix de Xander, enfin, je la trouve trop bien en VF. Willow aussi, elle est super bien doublée. En plus, c'est la voix de l'actrice, donc c'est sa voix officielle. Donc c'est vrai que, ouais, je suis trop attachée à la VF quand même. Bon, bah, écoute, je suis dans le même, cas que toi, et je sais que c'est un truc qu'il faut que je fasse, un de ces 4, je vais franchir le cap, je vais essayer quand même de passer à la VO, mais voilà, la VF pour moi, je retrouve les copains, donc ça me fait bizarre d'aller voir en VO, quoi. Ouais, compliqué. Ouais, je comprends. Alors est-ce que tu as vu le film? Oui, 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 bien sûr. On sent le trauma. Heu, Ouais, ouais. quel est Non, ton mais avis sur ce film? alors,
Bah non, mais c'est un nanar. Je veux dire, il faut assumer les choses. Après, moi, le film, je ne le déteste pas. Je sais que je l'avais découvert à l'époque. Je, ouais, je l'ai découvert assez tôt quand même. Le film, je l'avais regardé en même temps que La Nuit de la Comète, parce que La Nuit de la Comète, c'est un film qui justement a inspiré le personnage de Buffy. Et du coup, j'avais voulu mater le film en me disant, bah attends, c'est quoi cet objet là que je connais pas sur l'univers de Buffy? Et que ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que c'était un énorme nanar. Et c'est là que je me suis rendu compte que le casting était important et que finalement Buffy, ben bon, qu'on pourra appeler aussi Bichette. Bichette, bien sûr. Voilà. Ça commençait C'est mal, non, ça non, commençait mal. c'est ça, voilà, à un moment donné, quand tu l'appelles Bichette, tu sais que t'es en train d'abandonner ton œuvre. Là, tu sais qu'il y a un souci. Mais non, le film, il est pas très bon. Je pense que l'idée avait pas encore assez germé dans l'esprit du réal à ce moment-là, et que peut-être qu'aussi le format film était pas bon pour une œuvre comme ça, quoi. Je pense que malheureusement, on a l'impression de voir un film des années 80 qui serait un peu un outil, plutôt une commande qu'un film fait avec le cœur. Et non, c'est compliqué. Pourtant, il y a quand même des acteurs dans le casting qui sont assez bons, hein. Et moi, j'aime beaucoup Christy Swanson. C'est une actrice que je trouve très très chouette et que j'adore dans plein de films. Mais là, en l'occurrence, c'est pas une bonne Buffy. Il faut dire les termes. Non. Puis je pense que ce qui manque aussi, c'est qu'il n'y a pas ce côté Scooby Gang. C'est quelque chose qui manque aussi beaucoup dans le film. Ouais. Donc les personnages sont moins attachants, on a moins d'empathie. Puis je veux dire, sans Giles, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est vrai que ça part mal, ouais, c'est vrai. Bon, même si on a quand même Donald Sutherland en observateur Ouais. et Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Rutger Hauer quand même. Moi, c'est un acteur que j'adore, mais alors là, ouais, c'est compliqué. Ouais, là, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais je pense qu'en vrai, pour le coup, je vais mâcher son nom. C'est Patrick Stewart, je crois, si je me trompe pas, qui joue Giles. J'ai un trou de mémoire. Anthony Stewart Head. Ah oui, voilà. Je savais que j'étais en train de dire n'importe quoi. Patrick Stewart, je crois que c'est Et c'est Star Trek. C'est le chauve de. ouais, non, mais oui, j'ai fait un mix. J'ai fait un mix. Et mais oui, cet acteur, il est incroyable. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis dit, je vieillis parce que en re-regardant Buffy, je me suis trouvé un crush pour Giles. Et là, j'ai dit, waouh, là, j'ai vraiment pris un coup de Là, vieux. t'as franchi un cap. Là, t'as. C'est ça. Et oui, c'est ce qu'on disait. Hein, voilà, on l'appréhende plus de la même façon avec le temps, c'est normal. C'est ça. Et on se dit, en fait, Giles, avec sa petite boucle d'oreille et sa guitare, en fait, Ouais, quand il est en Reaper. Ah oui, c'est. c'est ça. Effectivement. D'ailleurs, je crois, bah, il y a un épisode où il est en train de chanter en acoustique, guitare-voix, et puis les filles, Oui, elles sont là devant lui, c'est ça. complètement accrochées. Ça- D'un côté, il chante super bien, hein. Ah ouais, non, mais il a beaucoup de charisme, et quand il chante et tout, c'est joli, c'est vrai. Ouais. Alors, avec tout ça, est-ce que tu peux nous dire quelle saison est ta préférée? Pas facile. Alors, je me suis pris des notes parce que j'avais un doute. Et c'est hyper compliqué. Du coup, je me suis fait un top de mes saisons préférées parce que c'était trop compliqué. Mm. Je pense objectivement que ma préférée, c'est la 5. Parce que c'est peut-être celle qui m'a le plus touchée et je trouve qu'il y a un basculement au niveau du personnage de Buffy avec l'arrivée de Dawn. Et en fait, j'aime bien cette relation, j'aime bien comment on va construire le personnage adulte de Buffy. Et même si elle doit laisser derrière elle sa vie d'ado, des thématiques un peu plus, on va dire, pas frivoles, mais un peu gnangnan, ben, je suis très attachée à cette saison. C'est aussi la saison où il y a l'épisode The Body, qui est l'un de mes épisodes préférés. Et je pense aussi que je l'aime bien parce que j'aime bien la dynamique avec le méchant. Enfin, avec la méchante, En plutôt. l'occurrence. Et voilà, je trouve ça très malin. J'aime bien que dès le début de la saison aussi, enfin, en plus, ce qui me fait rire, c'est que ça me fait ça à chaque fois. Je veux dire, je connais cette saison par cœur, je connais les épisodes par cœur, et en fait, à chaque fois que la saison commence, quand elle dit à Dawn, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis là.
ah ouais, elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas ma sœur ou quoi? Elle lui dit, mais c'est ma sœur, mais quoi? Quoi? Et je trouve en fait c'est hyper malin, cette prise de risque de s'être dit, bon, ben, on va intégrer un nouvel élément, on va jouer un peu sur le bug du spectateur, mais on va y aller à fond, quoi. Et c'est super malin, en fait. Et du coup, il y a tellement de petites intrigues qui sont emmêlées dans cette saison. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve qu'elle est hyper riche et je pense que c'est pour ça que c'est ma préférée. Et aussi, je suis très, très attachée à l'épisode de la mort de Buffy qui, quand j'étais petite, m'avait... Enfin, je les ai vraiment vus en décousu, mais je me souviens à l'époque d'avoir vu celui-là. J'en suis sûre, je l'ai vu à la télé quand il a été diffusé. Je me souviens du trauma, je me souviens de l'intensité, je me souviens de comment je l'ai vécu cet épisode. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que la saison 5, elle est aussi importante pour moi, parce qu'il y a vraiment des épisodes, ouais, trauma, un peu déprimants, on va dire. Mais après, sinon, je dirais que ma préférée, si je devais continuer dans le classement, ça serait la 6. Parce que la 6, elle est très très riche en épisodes standalone et parce qu'il y a l'épisode de la comédie musicale qui est mon épisode préféré. Je le regarde tous les ans. Je connais les musiques par cœur. J'ai préco le vinyle quand il est sorti en bonne fangirl. Enfin, c'est vraiment pour moi la saison où là, ils ont le budget de leur ambition et du coup, ils se font vraiment plaisir. Je crois que je me suis tapé tous les making-of de cet épisode-là et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs, tant sur le plan, on va dire, technique, sur la compo. Enfin, vraiment là, pour moi, je trouve que c'est vraiment... si je devais en garder qu'un, je garderais l'épisode musical. Et après, enfin, je dirais que les 2 dernières saisons que je préfère, ça serait la 3 et la 4. Et je pense la 3 parce qu'il y a le personnage de Face, qui est l'un de mes personnages préférés et qui est je dirais l'un des plus beaux personnages de la série de manière générale, parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment, de manière générale, dans la pop culture, dans les films, dans les séries, j'aime beaucoup les méchants qui sont pas vraiment des méchants et qui sont bien plus compliqués que ça. C'est pour ça que je suis très très fan de Magneto de manière générale, mais c'est vrai que Face, c'est vraiment un personnage de méchante qu'on n'arrive jamais à détester. Même dans ses pires actes, en fait, on veut l'aimer, on veut qu'elle s'en sorte. Et je pense que c'est l'un des personnages, ouais, les plus touchants de la série. Elle a un arc, je trouve, d'évolution de A à Z qui est assez extraordinaire, ouais, je trouve aussi. Et du coup, je pense qu'au plus, en parallèle de ça, elle permet au personnage de Buffy, parce que ça, on te le dit tout le temps dans la série, même tes persos que t'aimes énormément ne sont jamais parfaits. Il y a jamais de vrais gentils, il y a jamais de... il y a des vrais méchants aussi, par contre, là, oui. Mais je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Et Buffy, elle a beau être la sauveuse, elle a beau avoir tous les pouvoirs, ben, elle fait aussi des choix pourris, parce que c'est une ado, mais aussi parce que ben c'est une humaine, en fait. Et du coup, elle fait pas toujours des choix parfaits. Et je pense que cette relation entre Faith et Buffy, elle permet à l'une et à l'autre d'évoluer, en fait. Et c'est pour ça notamment que l'épisode où elles échangent de corps est hyper important pour moi, parce qu'en fait, il y a vraiment un truc où, ouais, je pense que l'un des personnages qui fait le plus grandir Buffy, c'est Faith. Effectivement, oui, bah, de toute façon, c'est une sorte de miroir. Toutes les deux, c'est vraiment les opposés parfaits, là, pour le coup. Ouais. C'est ça. Mais ouais, ouais, bah ouais, effectivement. Et tu savais que à la base, en fait, l'épisode musical, Joss Whedon étant un grand fan de comédie musicale, il voulait la faire dès la première saison, en fait. Mais C'est ça, ouais. ouais, le channel a jamais voulu et dès qu'il a changé, poum, il l'a mis direct. Pour ça que c'est dans la 6e, du coup, hop, changement de plateforme et ça y est. En plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il s'en est rendu. En fait, il avait l'idée et c'est en voyant justement James Master et Anthony Ed Stewart. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Anthony Head, tu peux dire Euh, Anthony Head, ça marche. Anthony Ed, ouais, ouais. Non, mais voilà. Anthony Ed, du coup, chanter, faire des buffs et tout durant les répétitions, que du coup, il s'est dit, mais en fait, il faut qu'on en fasse quelque chose, quoi. Et du coup, je trouve ça trop drôle aussi de se dire, bon, bah, je vais m'adapter par rapport à mon casting, allons-y, en fait. Ah oui, bah, il y avait un panel de talents, effectivement, dans le cast. Donc, Mm. c'est pour ça que l'épisode est si bon, pour le coup. Mais au niveau des épisodes marquants sortis de ces saisons-là, t'en as certains qui te viennent comme ça ou
Hem, Arnold m'a parlé de Meilleurs vœux de Cordelia, notamment. Voilà, des épisodes ah, comme j'aime ça. bien celui-là, ouais, il est cool. Mais j'aime bien, les épisodes qui reprennent un peu des tropes, du cinéma fantastique ou horrifique, enfin là, en l'occurrence, le vœu, qu'on va faire et qui va se retourner contre nous, c'est assez cool. Après un épisode, bon, bah, voilà, il y a les plus marquants, Hush, The Body, j'aime bien l'épisode du avec la marionnette. Ça, c'est un épisode qui me fait toujours, marrer, mais parce que j'ai la phobie des marionnettes, donc là, voilà, ça ça m'impacte un peu. Mais sinon, je réfléchis, l'un de mes préférés, non, en vrai, c'est des épisodes assez bateaux, hein, franchement, si, j'aime bien l'épisode où ils mangent du chocolat et Ah ça les oui, rend, ado. je trouve, voilà, je trouve assez cool celui-là, Ouais. j'aime bien aussi l'épisode du fast-food, je trouve qu'il est sympa aussi, il y a un petit côté un peu trauma, dans cet épisode-là, qui me fait assez marrer, mais sinon, oui, mes préférés, ça reste des épisodes bateaux. Par contre, un épisode qui m'a marqué et que j'avais un peu modifié dans ma mémoire, c'est vraiment l'épisode où Buffy est ressuscitée. C'est à cause de cet épisode-là que notamment j'ai la phobie de me faire enterrer vivante. Merci Buffy. Parce que je pense que je l'ai vu beaucoup trop jeune cet épisode. Et, et ça m'a un peu trauma, surtout que bon ben voilà, on la voit clairement ressusciter, Mm. reprendre vie sous terre. Enfin, c'est un épisode qui est relativement hardcore quand même, hein. Bah, faut surtout que, pour le coup, en même temps, il y a une espèce d'apocalypse, il y a des bikers démons qui débarquent, l'équipe, le Scooby Gang est même pas là pour l'aider à sortir, elle se retrouve toute seule, elle est complètement déboussolée, en plus elle sort d'une sorte de version du paradis, enfin, bon, c'est de l'horreur. Ouais, non, non, je trouve que c'est peut-être le plus, frontal en termes d'horreur, quoi. Parce que, globalement, même quand c'est des thématiques, compliquées, bon, ben, c'est pas aussi, il y a pas de gore non plus dans la série, mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a quand même, enfin, c'est pas une série, ouais, non, c'est pas une série gore quand même. C'est pas une série gore, mais moi, personnellement, à chaque fois que je pense à ça, c'est Dark Willow qui pèle vivant, voilà, je vais le dire comme ça, il y a que ça qui me Oui, vient. qu'il écorche, Warren, il ouais. écorche, voilà, c'est ça, merci. Qui écorche vivant Warren quand même. Celle-là, elle est pas mal. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu hardcore. C'est vrai que non, mais sinon j'aime bien, les épisodes où c'est, les persos on va plus se fixer sur un personnage, celui où Giles, va se transformer en démon et que personne va le comprendre, celui où Xander a son double, et voilà, ces petits épisodes où on va plus se fixer sur un perso, je les trouve relativement cool. Et après il y en a qui me font rire, mais juste parce qu'il y a un truc improbable. Je sais que quand je les ai fait voir avec ma coloc, du coup, on a regardé, je sais plus quel épisode c'est, je crois que c'est celui du cauchemar, où ils sont tous en train de faire un cauchemar et du coup, il y a l'homme au fromage et cet homme au fromage, dont on saura jamais d'où il sort et qui il est, et je trouve qu'il y a un côté presque Twin Peaks ou David Lynch là-dedans et ça me fait toujours beaucoup rire à chaque fois qu'il apparaît, hein. Ah, c'est le dernier épisode de la saison 4, tout à fait. Juste après qu'ils aient réussi à vaincre Adam. C'est ça, ils s'endorment tous et du coup, ils sont tous en train de faire un cauchemar. C'est très marrant d'ailleurs ce choix ce choix, ce scénar, tu vois, ce truc comme ça. Tu termines la saison en te disant, ok, bah, ils ont vaincu le grand méchant, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, effectivement, on t'emmène dans un rêve où il se passe plein de trucs. Enfin, ouais, on est vraiment dans un rêve là pour le coup avec Mmh. tout un tas de trucs assez improbables. Et effectivement, le fil rouge, c'est le Cheeseman. Mais c'est hyper malin. Ou t'as des épisodes qui sont un peu plus spooky, ou quand ils sont dans la maison, de American Horror Story, qui sont, comme ça bloqués. Enfin, c'est un épisode que j'aime bien aussi parce qu'il y a un côté très Halloween pour le coup, et là ça me plaît bien, quoi. Bah, je crois que c'est pour Halloween d'ailleurs. C'est une fraternité qui organise un truc dans C'est leur ça, maison. ouais, et qui font un pentacle et du coup, ça tourne mal, parce qu'ils invoquent, je crois, un démon et quand il Le arrive, démon il de est la tout peur. petit. Le Voilà. démon de la peur. Qui en fait est tout petit C'est et ça me ridicule. fait toujours rire. Non mais ouais, t'as des trucs qui sont marrants, ou quand elle prend de la bière, qui les transforme, enfin voilà, Un homme des cavernes. c'est ça, voilà. Il y a des épisodes qui sont vraiment drôles et qui permettent aussi de reprendre ton souffle des fois, quand t'as des intrigues qui sont un peu plus compliquées en fait, ou que c'est assez rude en termes, émotionnels. Je trouve ça cool aussi qu'ils aient l'intelligence des fois de se dire: «OK, on va faire un épisode qui va pas du tout faire avancer l'intrigue, mais ça va être sympa quand même». Ouais, un petit pas de côté, bien sûr, mais c'est important, hein. Mmh. Alors, quel est ton vilain préféré? Ah, j'ai déjà dit un peu, Ouais, c'est ce que mais j'allais dire. ouais.
Non, mon vilain préféré, c'est Gloria. J'adore Gloria. Mais après, je dirais Gloria et Dark Willow quand même. Parce que Dark Willow, Dark Willow, quoi. Enfin, c'est la meilleure, je suis désolée. Ah bah, surtout Elle fait après trop avoir eu peur. les 3 crétins là, c'est sûr que Dark Willow, c'est quand même un autre calibre, quoi. Mais en vrai, Les Trois Crétins, c'est vraiment un truc où à chaque fois, quand je revois la série, je me dis, je comprends pas ce choix scénaristique. Je trouve qu'en plus, il y a des trucs qui fonctionnent pas dans le sens où Jonathan, il a été sauvé par Buffy et en plus, il a quand même un peu de l'affect pour elle. Enfin, il a aussi ce côté où il aimerait être accepté par le Scooby Gang, mais il l'est pas vraiment. C'est un bully, c'est un outsider, mais en fait, le Scooby Gang aussi, c'est des outsiders. Enfin, et je trouve qu'en fait, c'est pas intelligent pour moi d'avoir transformé Jonathan en méchant, ça marche pas. Enfin, au Warren. Après, bien sûr, le but c'est de faire des losers, mais pour moi, c'est vraiment le gros bémol dans les méchants de la série. Je trouve que ces méchants-là ne fonctionnent pas en fait. À aucun moment ça marche, et même des fois, ça rend la série un peu con-con, alors que c'était pas le cas. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc, clairement, eux, c'est ceux que je déteste le plus. Mais dans mes préférés, ouais, Gloria, je la trouve, même si très vite tu comprends la mécanique de Gloria, je trouve qu'elle fait vraiment peur. Parce qu'il y a un côté où tu sais pas du tout comment l'arrêter. Mmh. Il y a un côté où c'est en mode, faut pas qu'elle découvre la vérité, au point où Buffy va devoir cacher cette vérité à son entourage. Et il y a vraiment un truc en plus dans cette saison-là de non-dit, où il y a pas mal de personnages qui arrivent pas à communiquer, et du coup qui va d'ailleurs être plus révélé dans la saison d'après en fait. Mais c'est vrai que Gloria, c'est un perso que je trouve très très intéressant, et qui moi m'a bien fait flipper à l'époque, et surtout qu'il y a des méchants qui fonctionnaient pas du tout sur moi. Par exemple, Adam, c'est comme Riley en fait, c'est des persos que je trouve complètement nuls. Je trouve pétés aux manettes. Hot take. Par rapport à Riley, hein, parce que Adam, on est d'accord, mais ouais. Ah non, mais Riley, il m'énerve. D'ailleurs, durant la saison où la mère de Buffy est malade et que Riley se barre, je crois que j'ai passé tout mon temps à pourrir Riley, quoi. Enfin, Riley, c'est vraiment un bonhomme qui a un complexe d'infériorité depuis le début de sa rencontre avec Buffy, qui est là en train de se dire, ouah, je suis trop Rambo, je vais prendre plein de médocs pour être super fort. Enfin, je trouve qu'il est pas très bien écrit, Riley, en fait. Je trouve qu'on n'en fait pas grand-chose. Et passer après la romance avec Angel, déjà c'est compliqué, mais en plus, Riley, ça aurait pu être un personnage 1000 fois plus intéressant. Et moi, à chaque fois, je suis là, bon, allez vite, on s'en débarrasse là de Riley parce qu'il m'énerve là. Je trouve qu'il est un peu frustrant, alors qu'on aurait vraiment pu trouver un personnage humain intéressant en fait. C'est pas le problème, c'est pas qu'il soit humain, c'est qu'on n'en fait pas grand chose. Et c'est vrai que moi, c'est un perso que j'arrive pas à m'accrocher à lui, j'arrive pas à comprendre ses choix, et juste il m'agace en fait. J'ai envie de le claquer à chaque fois que je le vois. Enfin, Riley, c'est vraiment pas mon perso préféré. Mais et par contre, sinon, un autre méchant que j'aime bien, je dirais que j'aime bien la relation entre Faith et le maire. Je trouve qu'elle est assez intéressante, Mmh. et je classerai pas Faith en méchante. Pour moi, c'en est pas une, donc je la mettrai pas dans mon top. Mais par contre, la relation avec le maire est plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment une dynamique que j'aime bien. Bah, c'est pareil, en fait, ça te permet de découvrir aussi que le maire, c'est pas juste une ordure et tu vois, quelqu'un qui veut voilà, prendre le pouvoir et devenir un démon, machin, tout ce qu'on veut. Là, il y a des moments où il a vraiment de l'affect et il a une vraie relation un peu père-fille avec Face, et t'as vraiment l'impression, de toute façon tu le vois parce que quand elle va finir par se faire poignarder, il s'énerve un tout petit peu. Alors que Ouais, c'est ça, ouais. jusque-là, il était toujours super cool, etc. Mais là, d'un coup, effectivement, il laisse transparaître qu'il tient vraiment à elle, en fait. Et puis l'acteur joue super bien. L'acteur, vraiment, il est très très bon dans son rôle de je suis quand même un sacré psychopathe, mais en fait, je suis sympa. Allez, viens, on va aller au resto, Face. Allez hop. Et du coup, moi, il me fait beaucoup marrer. Ouais, ouais, c'est un personnage qui est intéressant. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il est très drôle parce que d'un coup, il va passer du sérieux au comique en une fraction de seconde, et à parler de ces fameuses nettoyages de mains, machin, qu'il faut bien aller sous les C'est ongles et tout, ça. machin. Ouais, Alors voilà. qu'il est là en train de faire des sacrifices humains de bébés et tout ce qu'on veut. Et l'autre, il te parle de l'hygiène des ongles et tout ça. Ok.
Pourquoi pas? Ouais, je le trouve vraiment, je trouve qu'il y a un chouette parti pris avec ce personnage et je le trouve très cool, mais ouais, celle qui fait le plus flipper, c'est vraiment Dark Willow parce qu'en plus, là, il y a le côté compliqué où, en fait, on n'a pas du tout envie qu'elle meure, mais on sait pas jusqu'où elle va pouvoir aller et autant il y a certains méchants, on sait qu'ils sont méchants, voilà, ils veulent tuer des gens et tout, mais on se dit, «Bon, bah, voilà, ça va très vite se finir, quoi». Enfin, il y a pas vraiment d'enjeu parce qu'on sait comment ça va se finir plus ou moins et là, Willow, je pense, c'est la première fois où on se dit: «Ah, ça peut vraiment mal finir. Là, ça peut vraiment mal tourner». Bon, Gloria, c'était pareil. Là, il y avait vraiment des enjeux en mode, en fait, l'issue va vraiment pas être bonne et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est des méchants que j'aime bien. Mais mais ouais, Willow, c'est surprenant et à la fois, en fait, quand tu revois la série, moi, à chaque fois que je la revois, je me dis: «En fait, depuis le début, on te prépare à ce que Willow, devienne Dark Willow». En fait, on te glisse plein d'éléments pour te dire à quel point sa relation avec la magie, elle est toxique, Mmh. à quel point c'est une addiction, à quel point elle arrive pas à s'arrêter et en fait, même avant, de faire de la magie, dans son comportement, on te montre qu'elle a un terrain addictif, en fait, à toujours vouloir en faire trop et tout et c'est là où les persos sont bien écrits, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont anticipées, genre 2-3 saisons avant et c'est vrai que quand tu les revois après, tu te dis: «Ouais, mais c'est hyper malin, en fait, c'est très, très bien écrit». Oui, bah, tu vois la racine effectivement du truc et quand elle devient, Dark Willow là, cette version extrême, effectivement, tu te dis: «Bah, ouais, en fait, techniquement, je l'avais sous le nez depuis le début, en fait, je l'ai vu arriver». Et surtout qu'en plus, Tara, c'est la seule chose qui lui permet, enfin la seule personne qui lui permet en fait, de pas flancher et même comme ça, elle va lui effacer la mémoire, Mmh. elle va, la tromper, lui mentir, et en fait, oui, Tara, c'est vraiment, la seule personne qui lui permet de garder les pieds sur terre parce que en fait, on va se rendre compte que malgré l'amour, que Xander, Willow et Buffy ont les uns pour les autres, ils ont quand même un souci par rapport à la communication et des fois à se mettre à la place de l'autre. Et en l'occurrence, Buffy et Willow, c'est ça, pendant pas mal d'épisodes, elles vont pas arriver, elles ont beau s'aimer, d'un amour qui est du coup, ben, proche, de la famille, quoi. Enfin, c'est vraiment des liens familiaux qui se sont créés et malgré tout leur amour, elles arrivent pas en fait à, comprendre totalement l'autre et c'est vraiment ce manque de compréhension qui est hyper intéressant dans la série aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour le coup, Dark Willow nous a aussi ramené, le retour de Giles, épique. Oui, oui, qui nous manquait beaucoup trop, c'était trop la dépression sans lui. Non, puis quand il arrive d'un coup, hop, il lui balance, je sais pas, une boule de magie ou un truc comme ça, bam, l'autre elle vole et d'un coup il arrive, enfin moi je sais pas, mais à l'époque quand j'ai découvert l'épisode, j'étais devant mon écran, j'ai fait: «Oh!» Ah non, mais grave, moi je suis toujours, aussi contente quand je le vois revenir et puis en plus, c'est important parce que Giles, dans les premières saisons, on te dit un peu, «Oui, alors c'est l'observateur, il va rester en retrait» et puis très vite, bon, bah, il va prendre la figure paternelle pour Buffy, qui, vit seule avec sa mère et même en plus, ce qui est marrant, c'est que la mère de Buffy et Giles, en fait, vont aussi se comporter comme des parents, en fait, à plein de moments, au-delà de l'épisode où ils fricotent ensemble, hein, bien sûr, mais du coup, c'est une dynamique, en fait. Ce que j'aime bien dans Buffy, c'est qu'on a cette, famille choisie, en fait, qui est très, très belle et qui fonctionne hyper bien et d'ailleurs, ça va petit à petit prendre, de l'ampleur parce qu'ils vont vivre ensemble dans la maison de Buffy, mais il y a vraiment cette relation qui est très belle et Giles, lui, il va vraiment évoluer aussi avec les ados, il va grandir avec eux, il va apprendre à choisir sa place et à se détacher des observateurs et ça, c'est très chouette et d'ailleurs, c'est même ça brise le cœur à un moment donné quand il sait plus quelle est sa place par rapport à Buffy, qui lui dit: «En fait, tu pourras pas continuer si je suis là, il faut que je m'éloigne un peu» et c'est vrai que c'est à la fois vrai, mais c'est dévastateur parce que on s'inquiète aussi parce que nous aussi, ça nous rassure d'avoir Giles, qui est pas loin. C'est aussi une figure paternelle pour nous et au moment où il s'en va, on se sent un peu perdu quoi, démuni. Oui, bah, c'est parce qu'effectivement il a besoin, enfin Buffy a besoin de se retrouver un petit peu pour grandir et justement couper un peu le cordon et assumer, son rôle, bah, par rapport à sa sœur, par rapport à tout ça, effectivement, hein. Mais ouais, ouais, non, bah, Giles, ouais, moi, c'est un de mes personnages préférés, donc oui, effectivement. Alors, est-ce que tu aurais peut-être lu, les essais qui ont été faits, sur Buffy, pour, te demander un petit peu justement ton avis sur les représentations dans la série? Parce que dans ces essais, donc notamment de Marion Holité,
Je crois que c'est La Révolution à coups de pieux. Ah, mais j'ai commencé de le lire. Oui, oui, je l'ai acheté. Oui, d'accord, c'est bon, Voilà, donc j'ai c'est connecté. pour ça. J'ai connecté. Et, ouais, donc super beau. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça super. Il y avait plein de trucs que j'avais pas forcément vus, donc voilà, c'était connexe avec la question. Donc, ton avis sur les représentations un petit peu dans la série. Ben, moi, je trouve que c'est encore une fois, c'est une série qui a un panel de personnages, qui est vraiment assez incroyable et qui nous montre, une figure de mère célibataire, qui va nous montrer, justement le personnage de Willow, le personnage de Tara aussi. On n'en parle pas souvent, mais le personnage de Tara, c'est un personnage qui est vraiment, c'est la pierre angulaire, ben, durant toutes les saisons où elle est là. C'est vraiment, un personnage qui est hyper important pour toute la dynamique du groupe. En termes de représentation, elle est très importante, mais c'est surtout que, en fait, Tara, on va s'en rendre compte un peu plus tard, mais c'est à la fois une sœur de substitution pour Dawn, c'est à la fois vraiment une personne, une confidente pour Buffy, c'est du coup ben, l'échappatoire de Willow, son amour, mais aussi celle qui lui permet de pas partir en vrille. Et en fait, Tara, c'est vraiment un perso qu'on a tendance à moins mettre en avant parce que, c'est pas le perso, le plus bavard, c'est pas celle qui va le faire le plus de bruit, mais c'est un perso qui est vraiment hyper important et oui, non, je trouve qu'en termes de représentation, on va avoir Xander qui va arrêter ses études, assez tôt et qui en fait, va se retrouver à être, un prolo, clairement, et du coup, qui va être complètement détaché, de du coup Buffy et Willow qui vont être, elles, en études universitaires. On va aussi avoir des personnages comme Oz, avec la représentation donc de la figure du loup-garou que je trouve plutôt intéressante. Oz, ça fait partie de mes personnages préférés et je trouve que c'est hyper malin comment on va nous montrer comment il va lutter contre sa nature, comment lui aussi c'est un outsider, comment Willow et Oz vont grandir ensemble et à la fois se rendre compte que ça va plus être possible et encore une fois voilà la relation entre Willow et Tara elle est hyper intéressante et c'est très important dans une œuvre aussi visible que Buffy d'avoir ce genre de représentation. Je pense qu'on en avait besoin, ça manque. Alors bien sûr que la diversité dans Buffy, c'est pas encore trop ça. Hein. Faut pas non plus dire que c'est la meilleure série en termes de représentation. On est quand même sur un casting qui est essentiellement blanc. Voilà, faut pas, faut dire les termes. Hein. On n'a pas de représentation de personnages qui sont pas dans les normes en termes de physique. On n'a pas, par exemple, d'héroïne grosse. Au départ, Willow, c'est censé être une actrice qui était grosse et elle n'a pas été gardée après le pilote. Donc, les représentations, c'est quand même très léger, mais c'est vrai que Willow et Tara, c'est vraiment un élément hyper important dans la pop culture, dans l'évolution des personnages gays à l'écran et pour moi c'est vraiment quelque chose de fondateur. Je veux dire, on peut pas enlever ça à la série, là-dessus c'est très très important. Oui, surtout à l'époque, hein, effectivement, un précurseur dans le domaine. Mais bah, je te laisserai lire justement le livre que tu as commencé à lire là de Marion Holité. Et tu verras, ouais, il y a pas mal de choses voilà, qui ont été faites en termes de représentation et tu sais, l'inversion justement entre l'homme et la femme ou pour le coup dans le Scooby Gang, Giles et Alex, ils se font souvent traverser la pièce, hop, ils prennent un coup et puis hop, ils sont assommés ou ci ou là, alors que les filles, ils Mais en s'en fait, sortent dans la vachement mieux, en série, fait. les hommes ne sont jamais, enfin, non pas jamais, mais il y a vraiment ce truc-là où on va retourner le trope de la fille qui va crier et être victime. Des fois, on en joue, même dans certains épisodes. On va te faire croire, Buffy va d'ailleurs jouer à faire semblant d'être une victime. On va toujours la sous-estimer. C'est vraiment le truc de ses assaillants la sous-estiment, pensent que c'est qu'une nénette, qu'elle n'en est pas capable, parce que elle n'a pas le physique ou le visuel de ce qu'elle est, ce qu'elle incarne. Mais c'est pas anodin parce qu'en fait, que ça soit Willow, Cordelia, que ça soit Faith, en fait, c'est toutes des femmes qui vont se retrouver à un moment donné à avoir des pouvoirs, à avoir des skills, à être vraiment actives en fait face aux assaillants. Et en fait, bien souvent, bah, Xander d'ailleurs il le dit, hein, Xander il sait jamais quel est son rôle en fait. C'est souvent c'est lui qui devient la victime, c'est lui qui devient presque la scream queen. Si on était dans un slasher, ça serait clairement la scream queen du film quoi. Et ça c'est hyper intéressant et je pense que
c'est là aussi où Buffy, elle est hyper importante. Et ça, c'est un élément qu'on va voir aussi, justement dans la Nuit de la comète qui a inspiré Buffy, c'est que on va suivre deux sœurs qui vont du coup être les uniques survivantes, enfin parmi les uniques survivantes d'une fin du monde, et qui vont se retrouver confrontées à des zombies, à des survivants pas très sympas et tout. Et à chaque fois, on les prend toujours pour des nénettes. On va les appeler Miss, Pom Pom Girl. Enfin, vraiment, on n'a jamais peur d'elles, alors qu'en fait, elles sont hyper malines. Et Buffy, c'est ça en fait. Et à la fois, c'est une force parce que bien souvent, elle a pu se faire passer en victime, alors que ça n'était pas le cas. Et le seul épisode où vraiment Buffy va reprendre ce trope de victime, c'est l'épisode d'Halloween où justement elle devient princesse, et Xander prend le rôle de militaire. Et d'ailleurs c'est drôle parce que souvent il fait référence à ce moment où il est devenu militaire en disant ah, je me rappelle, il faut faire ça 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 quand j'étais militaire. Donc ça c'est très marrant. Mais oui c'est sûr qu'il y a une inversion des genres qui est hyper importante, et c'est pour ça que Buffy a servi d'inspiration à énormément de personnages féminins dans la pop culture, que ça soit horreur ou fantastique. Oui, c'est pas étonnant, effectivement. Gros impact pour Buffy. Oui. Donc t'en parlais un petit peu, ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de produits dérivés, et dans le lot, il y a eu donc des romans et des comics. Donc t'avais lu un petit peu les comics, ce que tu disais? Ouais, mais j'avais lu que le premier, vraiment, en fait, je m'étais refait toutes les saisons, j'avais enchaîné avec Angel, parce que j'avais besoin de savoir si Spike était mort. Et donc du coup, c'était un trauma. J'avais besoin. Donc je me suis tapé tout Angel, qui est pas une bonne série, mais qui est intéressant pour le personnage de Cordelia. C'est vraiment le seul point que je retiendrai de cette série. Et du coup, je m'étais fait la première BD pour savoir un peu dans quel sens ça partait, mais j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs à part que effectivement ça développait l'histoire de toutes ces tueuses en fait. Après, je sais qu'on m'a offert très récemment les livres d'époque, en fait les novélisations de certains épisodes. On m'en a offert, donc je les ai pas encore lus, mais je pense que ça doit être relativement priceless. Et j'ai commencé le livre audio sur Audacity, attends. Audible. Audible, c'est ça. Sur Audible, et du coup avec Spike, Cordelia, il y a Drusilla. plusieurs personnes. Drusilla, il y a aussi non mais il y a aussi il me manque un personnage, mais il y a plusieurs personnages qui reviennent et qui du Sarah? coup Non? non, c'est je sais plus. Bon, je sais plus, je vais bugger. Mais en gros, il y a plusieurs personnages qui reviennent, et du coup, il y a toute une histoire de multivers en fait. Où du coup, Cordelia est une tueuse et tout. Enfin voilà, donc c'est assez fun, et écouter la voix de Spike et tout. Enfin voilà. Rien que pour ça, c'était cool de faire ça. Oui, on voit que je suis une fanzouze. Pour Ça se voit, ça se pour voit. retrouver Spike l'espace d'un instant. C'est ça. Moi, je suis désolée, mais j'ai écouté la voix de Spike, j'étais là, waouh, c'est incroyable avec son petit accent britannique. Je dis, même si l'histoire est nulle, c'est pas grave. Ça marche. Alors toi qui es justement assez fan de musique, qu'est-ce que tu penses alors que ce soit la musique originale ou alors l'intervention justement des différents groupes qu'on a entendus sur la série? Et de manière générale, les compositions, vraiment, tout ce qui est plus instrumental, je les trouve très très chouettes. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui se crée, et je suis hyper fan. Enfin, rien qu'à voir sur l'épisode de Hush, voilà, on est sur une très belle compo sur un épisode qui pourtant est essentiellement muet. Et donc non, ça marche très très bien. Après, pour tout ce qui est groupe, moi, ce que j'aime bien dans ces séries comme Buffy ou comme Charmed, c'est qu'il y a vraiment le côté un peu capsule temporelle, où en fait c'était à la mode de faire jouer les groupes qui marchaient bien du coup à l'époque, et du coup il y avait des petits clins d'œil avec des groupes plus ou moins connus. Enfin, il y avait vraiment une ambiance qui se créait, et c'est vrai que à chaque fois qu'ils arrivent au bronze, des fois je me dis attends, est-ce que je reconnais ce groupe? C'est vraiment sympa. Enfin, j'aime vraiment l'ambiance musicale qui est mise en place dans la série. Je trouve que ça colle très très bien au personnage. Et c'est vrai que ouais non, je suis hyper fan. Bon après, pour l'instant, il y a jamais eu vraiment, à part l'épisode musical, il n'y a pas eu de vrai BO de sortie ou de vrai compile en fait. Ça Il y a c'est eu vraiment. 2 albums qui sont sortis sur la musique,
Alors le dernier, il doit dater, mais il y a en fait, au total, il y a eu 3 albums. Il y a eu l'album sur effectivement l'épisode musical et avant ça, il y avait effectivement, donc c'était un mix entre, la musique vraiment, originale, et Ouais. puis, certaines chansons qu'on entendait justement au bronze, donc les Thibaut Matteau, enfin il y a pas mal Ah, trop bien. de groupes Mais comme bon, ça. ça sortira jamais en vinyle, ça. Moi, j'attends que les Non, vinyles. J'ai pas, oui, je suis pas trop à jour sur les CD parce que j'écoute pas de CD. bah, c'était ouais, ça c'était sorti en CD à l'époque, effectivement, ouais. Bah, peut-être que, qu'on verra une version vinyle, un de ces 4, hein, on sait jamais. Oui, en vrai, tout est possible parce que franchement, l'épisode musical, j'y croyais vraiment pas et c'était vraiment, un peu la grosse surprise. Donc en fait, franchement, si la série, revient encore enfin si les goodies ressortent, le livre audio et tout, bon, il y a moyen, quoi. Oui, bah, tu sais, quand tu vois qu'ils viennent de rééditer là, ils viennent de relancer des comics, ils Mmh. viennent, voilà, donc c'est Buffy ne meurt jamais, comme on dit. La série nous l'a Non, prouvé. impossible. Alors et bah, c'est le moment de parler un petit peu de ton actu. Que se passe-t-il, de ton côté en ce moment? De mon côté, je planche sur la seconde édition du Stabaton. Du coup, le Stabaton, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un marathon que j'organise, dans ma petite ville d'enfance, dans mon cinéma d'enfance, en Allier et donc du coup, on diffuse, tous les films d'une saga horrifique, principalement des slashers. L'année dernière, on avait fait Scream et cette année, on fait les Freddy, donc on diffuse les 8 Freddy et on ne diffuse pas le remake parce que non, le remake n'existe pas. Voilà. Il est beaucoup trop nul, donc je ne le diffuse pas. Par contre, on fait Jason contre Freddy parce que ça, c'est cool. Et ça va être très très sympa à 7 heures du matin avec tout le monde qui se sera à moitié endormi. Je pense que ça va être très très fun. Et donc voilà, on fait ça le 12 et 13 juillet. Comme l'année dernière, on aura des tables rondes, des animations, des stands, des intervenants. Et du coup, ça s'annonce très très fun. Donc voilà, je planche sur l'événement. En général, ça me prend toute l'année. Mes amis en ont marre parce que je fais que parler de ça. Donc voilà, tout le monde me supporte là en ce moment. Ça marche. Donc en ce moment, c'est Freddy Krueger, à fond. C'est ça. Et du coup, il y aura des préventes peut-être pour les places, des trucs comme ça? Oui, les préventes, elles devraient arriver sûrement le mois prochain. Là, on est encore en train d'organiser le planning, des horaires. On essaye aussi d'avoir possiblement un petit film surprise. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore en pleine orga. Donc, mais la billetterie va bientôt sortir. On vendra des passes 3 films, des passes ben du coup 2 jours et du coup une place un peu surprise pour le film surprise. Mais ça, je peux pas trop en dire pour l'instant. Et donc voilà, et encore après, on annoncera tout ce qui est stand, partenaires. Donc au fur et à mesure, ça va venir. On va aussi faire des goodies comme l'année dernière. On va faire des t-shirts. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'annoncerai en live. Et puis voilà, ça s'annonce bien. Je pense qu'on va bien s'amuser encore et perdre beaucoup de points de sommeil et de vie, peut-être. Peut-être, c'est possible. Mais ça promet d'être fun en tout cas. Moi, je pense qu'on va bien s'amuser. En tout cas, il y a que des passionnés derrière, donc ça, c'est très chouette. Bon, l'enregistrement se fait du coup, fin mars, donc ça veut dire que normalement au moment de la sortie de cet épisode, vous devez déjà pouvoir vous jeter sur les places pour aller, voir, Freddy Krueger sur grand écran, voilà. Venez stabber avec nous. Exactement, en bonne compagnie. C'est ça. Ça marche. Alors de là, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc sur ma chaîne Welcome to Primetime Beach, mais aussi sur mes réseaux. Je suis assez active sur Instagram et Twitter, donc au @louladassi. Lula comme dans Sailor et Lula. Voilà, c'est mon David Lynch préféré. Et donc voilà, sinon, ouais, principalement Instagram et Twitter. Et puis sur Jumpscare quand même. Ah bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sur Sur Jumpscare, Jumpscare tous les vendredis, oui, c'est vrai. ça marche. Donc de là, eh bien, on attaque le moment des questions rapid fire. Donc les questions rapid fire, c'est plutôt réponse A ou plutôt réponse B. Normalement, l'exercice veut qu'on réponde assez rapidement et succinctement, mais vu qu'on est à la maison et qu'on fait bien ce qu'on veut, tu as le droit de développer, il n'y a aucun souci. OK. Alors, on va démarrer avec... Bon là, du coup, je pense que j'ai ma réponse. Plutôt Spike ou plutôt Angel? Bien sûr Spike, parce qu'Angel, c'est un trou-duc. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà. Il y a aucun problème, t'inquiète pas.
Donc plutôt Spike, OK, je note. Plutôt Darla ou Drusilla? Drusilla, c'est l'un de mes persos préférés. Plutôt Dark Willow ou Vampire Willow? Ah! Ah, j'adore Vampire Willow, je suis désolée, j'aime trop Vampire Willow et en plus cet épisode, je l'aime trop aussi donc ouais, Vampire Willow. Ah, je l'aime bien aussi. Ouais, Elle elle peut est trop cool. En plus, c'est vraiment un moment où, tout le monde la prend vraiment pour une petite, coincée et tout, enfin, non, j'aime trop, ouais. En plus, il y a ce moment-là où elle pécho Xander et tout en vampire, enfin moi ça me fait toujours trop rire, et ce moment trauma où tout le monde meurt, personne ne s'en souvient sauf toi. c'est ça. Alors Buffy, ah bah, du coup, ça c'est pareil, tu répondu, hein, plutôt VO ou plutôt VF? Bah VF, ouais. Eh oui. Sauf pour l'épisode musical. Voilà, sauf pour l'épisode musical. Plutôt Cordelia ou Harmony? Cordelia. J'ai douté, mais non, Cordelia, parce que Harmonie, elle est quand même très marrante, mais non, Cordelia. Plutôt un silence de mort ou que le spectacle commence? When's for we feeling? Plutôt Christy Swanson ou Sarah Michelle Gellar? Est-ce que c'est vraiment une question? Donc je pense que c'est Sarah Michelle Gellar. Bon. Oui, franchement, toujours, toujours. Plutôt réunion au Magic Box ou à la bibliothèque? Mhm. Magic Box. Même si en vrai, team bibliothèque parfois. À la bibliothèque avec sa cage et tout, enfin la base quoi. Ouais, ouais, il y a quand même une vibe. Faudrait la bibliothèque, mais avec de la bière. Ça marche. Et enfin, le dernier, peut-être le plus difficile, plutôt Alex ou plutôt Willow? Willow. Ah, ok, super. Eh ben écoute, c'est tout bon. J'aime trop Willow. Je peux pas. J'adore Xander, hein, c'est vraiment un perso cool, mais Willow, c'est l'un de mes persos préférés et je trouve qu'elle a la plus belle évolution. Donc, même si Xander, enfin, même si Willow n'est rien sans Xander, on l'a vu dans beaucoup d'épisodes de la série, c'est vraiment une alchimie très très importante entre les deux. Mais non, Willow. Bah, de toute façon, c'est la force du groupe, hein. C'est que quand il y en a un qui va pas, les autres se réunissent justement pour le soutenir. Qu'en l'occurrence, oui, Dark Willow, il y aurait eu la fin du monde sans Alex. C'est ça. Enfin, voilà, ils se sont tous sauvés la vie un nombre incalculable de fois. Donc, effectivement, eh bien, écoute, j'en ai terminé de mes questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir y répondre. Donc, comme toujours, je mettrai les liens vers ton travail dans la description de l'épisode. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool de parler de Buffy. Exactement, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Salut!